François Nicole, merci d'avoir accepté le grand entretien. Merci à vous de venir me voir. Voilà. C'était une réponse automatique? C'était pour venir le faire ou pas? J'ai réfléchi un petit peu, mais bon, ça sent pas trop la planche en sapin, hein, je veux dire. Ah non, enfin bon, voilà, quoi. C'est la dernière entrevue avant. C'est jamais facile de parler de soi. Non, c'est un truc que j'aime pas trop d'ailleurs. Ouais, je préfère pas trop parler de moi, mais enfin bon. Merci vraiment d'avoir accepté. Là, vous êtes là pour parler de moi. Exactement. Voilà, d'accord. Alors, en venant, je suis passée par La Palmyre et j'ai appris qu'il aurait pu s'appeler Nicoleville. Oh là là, ben là on remonte dans le temps. Oui, c'est mon grand-père qui était maire du village des Mattes et qui a créé La Palmyre parce qu'il trouvait que de Deauville à Biarritz, il n'y avait pas de station balnéaire sur la côte atlantique, alors que Royan était une très grande station balnéaire. Et donc, il a créé La Palmyre et il voulait appeler ça Nicoleville, en effet, comme Donaldville et compagnie. Ouais, c'est ça. Et mon père a fait un scandale. Il a dit, si ça s'appelle Nicoleville, je prends ma femme, mes enfants et je quitte le département. Donc après, ça s'est appelé La Palmyre, c'est assez joli, La Palmyre. Donc il a tout créé, hein, le zoo, l'hippodrome, le port. Oui, le zoo, l'hippodrome, tout ce qui s'est construit autour, les charmettes, les ceci, les cela, bon, ça remonte, hein, tout ça. Ça a été un homme inspirant pour vous, votre grand-père? Je ne l'ai pas assez connu. J'ai quelques photos, j'ai une ou deux photos de lui où on est à cheval sur la plage de la Grande Côte. C'est un monsieur que j'aimais beaucoup. Mais je ne l'ai pas connu très très longtemps. Mais je l'aimais beaucoup, il était vraiment dans son truc, il était détaché un petit peu de tout ce qui se passait autour. Bon, après, ça a été assez compliqué sa fin de vie, parce que comme tous ces hommes qui font de la politique et qui essayent de se défoncer pour leur commune, il a été condamné, enfin il a été condamné, il n'a pas été condamné, il a été traîné en justice, ça lui a fait énormément de mal et puis ça l'a tué, quoi, en fait de compte, quoi, voilà. Mais bon, après ça c'est une histoire, pour ça il ne faut pas en parler avec moi, il faut en parler avec mon frère courant de tout ça. Dans la famille, il y a eu le cheval très vite, puisque... Eh ben, mon grand-père, à la base, était carrier, donc il allait chercher de la pierre et des cailloux du côté de Crasane. Et donc, automatiquement, en ce temps-là, il y avait des chevaux, quoi. Il y avait des percherons, des ardennais, je me souviens très bien. Et ils allaient chercher des cailloux, ils partaient le matin à 4 h, ils rentraient le soir à 9 h. En ce temps-là, ils ne comptaient pas les heures, hein. C'était pas 35 heures, ça n'existait pas. Et c'était très bien, les gens étaient beaucoup plus heureux, je pense. Et puis voilà, ça a toujours été les chevaux. Après, ça a basculé un peu. Mon père était plus chevaux de dressage et chevaux de concours hippiques et tout ça. Et puis l'enfant qui est devant vous, concours hippique, dressage, tout ça, ça coûte beaucoup d'argent, ça rapporte un peu, peut-être. Les courses, tout le monde part au même niveau. Mais comment on connaissait les courses? Parce que y a un monsieur qui est venu, qui s'appelait monsieur Jean-Marie Billot, qui m'a appris à monter à cheval. Je crois que c'est le grand-père de Mathieu Boutin. Et Jean-Marie Billot, lui, il avait un cheval qui s'appelait Nymphore, et qui était un petit cheval de course. Et puis en ce temps-là, on allait aux courses à Rochefort, on allait aux courses dans tous les petits patelins, à Montignac, à machin. On allait aux courses, on courait, on entraînait ça en forêt, on allait galoper à la plage. C'était un super cheval, super petit cheval bébrun que je montais, que j'adorais. Et puis on a mis un petit peu le pied à l'étrier comme ça, quoi. On est parti un peu comme ça. T'as eu quelle enfance? Moi? Ouais. Bon, très heureuse. Non, rien. Non, très heureuse. Un gamin qui faisait pas ce qu'il voulait parce qu'ils m'ont obligé à aller à l'école, c'était une erreur. Donc, chaque fois que je pouvais m'échapper de l'école, je m'échappais de l'école et je me retrouvais à l'hippodrome pour regarder travailler les chevaux. Et là, les gars disaient « Ah bah, François, tu veux monter un lot ?» Oui, bah, tu montes un lot, et je montais un lot. Et le soir, je disais à ma mère bah, « J'ai eu une très bonne journée, ça s'est très bien passé. » Ah oui. Mais c'est quand ils recevaient les rapports de l'école où ça couinait un peu par moments. Et du coup, à 16 ans, vous êtes parti en Angleterre, à Newmarket? Oui, alors, à 15 ans et demi, ma mère m'a annoncé, pas sur son lit de mort, mais quelques temps avant de nous quitter, qu'en fait compte, c'est pas mon père qui m'avait sorti de l'école, c'est l'école qui m'avait franchement viré. Bah, quand vous apprenez ça à 50 et quelques années, ça surprend un peu. Moi, j'étais persuadé que mes parents m'avaient gentiment, pour me faire plaisir, sorti de l'école. En fait, quand les autres m'avaient viré, il m'a dit « Celui-là, on ne le reprendra pas ». Donc, mon père, il dit « Bon, t'aimes les chevaux, tu vas essayer de lier l'utile à l'agréable, tu vas aller en Angleterre pendant 1 an.
Et puis, au moins, tu apprendras à parler anglais. Et puis, tu seras dans un truc que tu aimes. Donc, voilà. Donc, je suis parti en Angleterre pendant 1 an, travailler chez Robert Armstrong, à Newmarket. Et ça a été pour moi extraordinaire, quoi. Après coup, mais pendant, c'était comment? Parce que vous êtes jeune, déraciné, il n'y a pas Internet, il n'y a pas de téléphone portable. Là, j'avais besoin ni de téléphone, ni d'Internet, ni de rien du tout. J'avais besoin de mes chevaux, enfin les chevaux. Et puis vivre dehors et monter à cheval. Et puis voilà, ça a été pour moi un... Bon, j'étais jeune, 15 ans et demi, on ne calcule pas tout, mais ça a été pour moi quelque chose de... C'était l'école qu'on pourrait bien refaire et retrouver. C'était un gars pour 3 chevaux. C'était du pansage le soir. On présentait les chevaux comme ça en main. C'était le top du top, quoi. Mais aujourd'hui, on n'a plus le temps et on n'a plus les moyens. C'est plus possible. On ne peut pas faire comme ça. Mais bon, moi, j'ai monté des galops le matin parce que les lads s'étaient mis en grève. Alléluia. Donc, il fallait bien quelqu'un pour monter les chevaux. Bon, alors le français, il est là, tiens, il a qu'à monter. J'étais à une 60aine de kilos quand même. Hein. J'étais un peu rond. Et donc j'ai monté des galops avec Lester Piggott, Sandy Barclay et tout. C'était quand même... Et ça lance une carrière de gentleman rider. Ouais, à petit niveau. Mais bon. Mais non, mais j'ai toujours aimé ça, quoi. Après, oui, ma carrière de gentleman a été correcte, je dirais. J'ai été tête de liste du Sud-Ouest. Voilà. Et puis, j'ai monté un peu en obstacle. Et alors ? J'ai trouvé que le rapport temps de passage à l'hôpital et temps à monter en course, c'était trop... Donc, j'ai dit ça, il faut peut-être que tu arrêtes, que tu fasses autre chose. Donc, j'ai continué un peu en plat. Puis après, j'ai eu des problèmes de poids parce que j'étais lourd. Et comme je suis extrêmement gourmand, je suis très sucre, ça ne pouvait pas aller. Vous avez toujours su que vous vouliez être entraîneur ? Oui, c'est par la force des choses. À partir du moment où vous voulez travailler dans les chevaux, la finalité, c'est d'être entraîneur. Comme les carrières de jockey, laisse tomber. Donc, je me suis installé entraîneur, permis d'entraîner au début, avec 4-5 chevaux, ça se passait plutôt pas mal, c'est les chevaux qui étaient à mes parents. Après, j'ai pris une licence d'entraîneur particulier pour mes parents. Donc c'était fabuleux, j'avais mon chèque, j'entraînais, j'avais pas de soucis. Le personnel, il payait tout. Et moi, j'étais là, j'étais l'entraîneur. Puis un jour, mon père m'a dit, bon, écoute, va peut-être falloir que tu te débrouilles, que tu voles de tes propres ailes. Je dis, il n'y a aucun problème. Moi, je voyais ça de ma fenêtre, tout allait très bien. C'était facile ? Ouais, c'était simple. Sauf que là, ça a été beaucoup plus compliqué. Ça a été raide à tout point de vue, parce que là, vous payez tout, quoi. Je veux dire, moi, je payais tout. J'avais pas de clients, j'avais pas de propriétaire. C'était tout, quoi. On allait dans le centre de la France, ou je sais pas, en Bretagne, ou je sais pas où, on allait chercher des chevaux, qui étaient des ânes, par les Français, des mauvais chevaux. Tout le monde les avait vus, personne ne les avait pris, donc il y avait quand même un problème quelque part. Donc nous, on louait ça à 20% sur les gains. En location, vous faites ça ? Arrive un moment, ça bug, quoi. C'est combien de chevaux ? Bon, j'avais la cour, là, qui est devant, il y avait 10 V-Box. Voilà, ça a été la première cour, là. Il y avait 18 chevaux, et en ce temps-là, on se tapait, on était 3 ou 4, on se tapait une rangée de 7 box le matin, ça va les faire rire, les gars, mais 7 box le matin chacun, tous les jours. Hein. J'ai dit, on rentrait des courses, il était minuit, 1h du matin, le lendemain, Arbeid, 6h dans la cour, les box, monter les chevaux. C'était comme ça. Bon, aujourd'hui, c'est plus possible. C'était dur ces années-là ? Ah oui, ça a été très très dur. Je suis passé plusieurs fois limite hors jeu. Limite hors jeu. Les rendez-vous à la banque, j'y allais en reculant. Hein. Et puis bon, mes parents ont failli vendre la propriété. Ils voyaient bien que ça peinait, que ça avançait pas. Mais en fait de compte, on faisait rien pour. Il y avait mon père, ce héros, avait tendance, comme les gens de cette génération, ce que tu as, c'est suffisant. Il dit, t'en as assez. Quoi. J'ai dit, mais non, il n'y en avait pas assez. Justement, pour passer la barre, il fallait faire autre chose. Et là, j'étais un peu bloqué, je ne pouvais pas faire grand-chose. Donc, je suis resté comme ça de longues années. Et puis, petit à petit, mon père vieillissant, on
On a installé la propriété, on a installé les pistes et tout, et puis là, tout doucement, pop, on a monté en gamme. Les clients sont arrivés, et puis après, bon. Alors, on reprend ces années-là, dans les années 90. C'est quoi le quotidien de François Nicole, l'entraîneur? C'est monter 4 lots, 5 lots le matin, RC arroser les pistes l'après-midi, faire l'écurie du soir, rattaquer le lendemain, embarquer son cheval le dimanche matin pour aller aux courses, rentrer en ayant pris une toise, ou pas, rattaquer le lendemain à 6 heures, c'était non-stop. Qu'est-ce qui vous a fait tenir? La passion et l'amour de ce métier. Ouais, parce qu'en ce temps-là, j'étais un peu, pas méchant, j'étais un peu seul. C'est-à-dire que j'étais marié, j'avais des enfants, donc mes enfants ne s'intéressaient pas à ça. Mon ex-femme non plus. Donc là, vous êtes tout seul, quoi. C'est à vous de porter tout le truc, quoi, à bout de bras. C'est pas facile. Vous avez toujours décidé de rester ici à Saint-Augustin? Oui. Ici, si vous voulez, on est tous. Je suis seul au monde, quoi, mais c'est très très bien. Je fais ce que je veux. Si j'ai envie de demain matin de faire galoper mes chevaux à reculons, ça ne regarde personne. Je fais ce que je veux. Aujourd'hui, je décide de faire comme ça. Demain, je décide de faire comme ça. C'est ma décision, c'est moi qui prends. Quand vous êtes à Paris, à Chantilly, à ceci, à cela, tout le monde regarde par-dessus votre épaule, qui fait quoi, que ci, que ça, que les clients qui sont là, qui sont pas là. Non, moi, les gens, ils viennent chez moi et c'est chez moi. On les point barre. Et non, je voudrais pas quitter pour tout l'heure du monde. Non, moi, je suis très, très bien ici. Très bien. Vous avez appris comment l'entretien des pistes? Vous avez tout bâti ici. Je crois que quand vous avez 3 jours de off, vous revenez, vous sautez sur le tracteur. Ah ouais. Les vacances, c'est l'enfer. Les vacances, c'est l'enfer parce que dès qu'on monte dans l'avion, déjà, je commence à dire à Fabienne qu'au bout de 4-5 jours, les chiens me manquent. Donc ça veut dire qu'il faut rentrer à la maison. Et j'arrive ici, je descends de la voiture, je prends mon tracteur, je vais sur la piste. Parce que je pense que l'entretien des pistes, c'est quelque chose de très important. Surtout qu'on n'a pas de piste, c'est naturel, quoi. Je veux dire, il y a des endroits qui peuvent être plus profonds, plus hauts, plus bas, plus ceci, plus cela. Le gars qui passe à herse bêtement en avançant, en disant tiens, à telle heure, il faut que je débauche, il faut que je me magne et tout, c'est pas comme ça, c'est pas possible. Donc moi, ma piste est, pour moi, très important. Après, les chevaux, il y a les chevaux, ok, d'accord, mais c'est la base de la réussite, je pense. C'est une des bases de la réussite. C'est d'un côté aussi surprenant, parce que vous avez 150 chevaux aujourd'hui, vous avez un remarquable palmarès, et ça passe par l'entretien de la piste. Ah oui. C'est une des clés. Je pense que c'est une des clés. Voilà. Si vous n'avez pas de bonne piste, d'accord, vous allez avoir aussi des résultats, mais peut-être que si vous avez une bonne piste, vous allez avoir encore des meilleurs résultats. Alors à Royan, alors bien sûr, attendez, à Royan, alors les pistes sont profondes à Royan. Alors ils galopent dans la dune, ils galopent dans le désert, tout, n'importe quoi. Les gens qui disent ça n'ont jamais foutu les pieds ici. Ils ne savent pas. Ils ont entendu dire qu'ils sont enraînés, ils travaillent comme ça, mais n'importe quoi. Enfin, en attendant, Royan, c'est Royan. Royan, ça fait 10 ans qu'ils sont en tête ou 15 ans. Donc, partant de là, on ne va pas commencer à changer un truc qui marche bien. Bon. Justement, il y a une méthode, Nicole? Non, je ne sais pas. Il faudrait qu'un gars vienne de l'extérieur en me disant oui, fais comme ci, fais comme ça. C'est très très simple chez moi, c'est très basique. C'est très basique. En plus, je travaillais beaucoup moins dur que je travaillais. Pourquoi? Je ne sais pas. Peut-être est-ce que les courses sont plus dures, les chevaux sont plus fragiles. Sincèrement, je ne sais pas trop, mais je travaille quand même beaucoup moins dur que je travaillais. Beaucoup moins dur. Ouais. Mais bon. Si vous n'avez pas été entraîneur, vous auriez fait quoi? Danseuse, mais je n'ai pas été retenu. Non, je ne sais pas. Sincèrement, je ne sais pas. Je ne sais pas ce que j'aurais fait. Je ne sais pas. Cuisinier, je suis nul. Non, c'est bon. Il n'y a rien d'autre. Ouais, je pense que c'était ça. C'était ça. Souvent, vous dites, à chaque fois, c'est un cheval qui m'a sauvé. C'est vrai. C'est des métiers qui sont terribles parce que vous pouvez avoir une année, entre parenthèses, catastrophique, entre parenthèses, ceci, cela. Enfin, vous prenez des chevaux qui courent mal, et puis un jour, vous découvrez un cheval, il y a un cheval qui arrive. Et puis là, c'est lui qui porte toute l'écurie, quoi. Je veux dire, tout tourne, tout se passe autour de ce cheval-là, quoi. Et c'est vrai, oui, c'est vrai.
Jacques Détré, célèbre propriétaire éleveur en obstacles notamment, dites-vous, avec les chevaux, il est très bon observateur quand il les travaille. Il voit des choses que nous ne percevons pas. Ouais, c'est normal parce que, enfin, pour un ophtalmo, c'est quand même embêtant. Je dis ça, je dis rien. Mais enfin, quand même, c'est normal, c'est mon métier. Moi, je fais ce métier-là depuis quand même un certain nombre d'années. Je vois des trucs que Jacques ne peut pas voir. Je me souviens d'un cheval un jour qui venait travailler, que Jacques était venu voir travailler, qui s'appelait Polirico. Polirico, il travaille, monté par un gosse le matin, il fait un galop et il finit, les autres sont en bout de ligne droite, il est à mi-ligne droite. Et Jacques, il courait 8 jours après. Et Jacques me regarde comme ça, avec un air dans le regard interrogateur, en me disant, ça va pas, quoi. Alors je le regarde, je regarde par terre, je fais un petit tour, je tourne, je reviens, puis je le regarde, je dis, il va gagner dimanche. Alors il me regarde comme ça, le dimanche, bon, lunettes. Parce que ce qu'avait pas vu Jacques, c'est que le gars qui était dessus, il s'était un peu endormi, qu'il avait monté un mauvais galop, mais que le cheval ne soufflait pas, qu'il était bien, il ne transpirait pas et tout. Enfin bon, plusieurs critères qui font que... Alors certes, j'y ai été un petit peu au culot, mais bon, des fois, il faut y aller un peu au culot. Vous disiez prendre du recul, c'est compliqué, ça se traduit comment? C'est-à-dire, il y a des nuits compliquées, C'est un métier de fou. Le mec qui est entraîneur est un fou. C'est-à-dire, en fait, quand l'entraîneur, il vit de sa passion. On est des passionnés, ça nous rend malades, ça nous tord les tripes. C'est un magnifique métier, mais c'est un métier de fou. Comme tous les passionnés, on est des cinglés parce que tout passe avant. La vie familiale, la vie normale, les amis, parce qu'on ne peut pas être là, parce qu'on part aux courses, parce que si, parce que ça. C'est assez compliqué. Il faudrait que je me sorte un peu de là. Le seul moment où je me sors de là, c'est quand je vais jouer au golf. Mais comme je joue de plus en plus mal, ça se complique. Alors, mais bon, enfin... Faudrait vous laisser gagner, quoi, en gros. Comment? Faudrait vous laisser gagner au golf. Non, mais la dernière fois que j'ai joué, je partais des jaunes. Il y a un gars, il m'a regardé, il m'a dit « Mais monsieur, à votre âge, il faudrait partir des bleus. » Là, j'en ai pris un grand coup. Bon, ok, je dis « Si tu veux. » Ok. Aujourd'hui encore, vous doutez en permanence? Oui, oui. Dans ce métier-là, on ne sait jamais tout. On pense savoir et toucher du doigt certaines choses, mais non. Non. Le cheval va vous prouver par A plus B que vous êtes trompé. Voilà. À quel moment les choses se sont inversées? C'est-à-dire que des années galères, vous êtes passé à progressivement arriver dans le top 3. Alors l'époque et la date exacte, je ne la connais pas. Il y a eu un élément déclencheur? À partir du moment où les propriétaires sont arrivés, Jacques Détré, la famille Papot, la famille Devin, mon ami Jean-Claude Rouget qui m'a amené des chevaux avec la famille Trèves, Bernard David Powell aussi. Et tout ça, ça fait un espèce de truc. Et puis après, il y a 2-3 chevaux qui sont arrivés. Il y a eu des Carmondes, ça c'est Cyprès. Il y a eu des Carmondes, et puis j'en oublie. Il y a eu Bipolaire, il y a eu Figuero. Quand vous avez cette espèce de masse de chevaux qui arrivent, à la base, ils arrivent, c'est des poulains, ils sont comme les autres, quoi. Je veux dire, mais il faut les former, il faut les faire, et puis ils sont pas au départ du Grand Steeple de Paris, ils sont au départ de ces courses-là. La pression est totalement différente. Oui, ouais, mais le stress est multiplié par 2. Parce que quand vous avez une série de sauteurs, vous avez dans le même lot, enfin bon, pas dans le même lot, mais vous avez des deux bons cœurs, des Figueroa, des bipolaires, mais vous êtes comme ça parce qu'il faut que ça se passe bien. Là, c'est pas un galop, c'est 100 mètres sur le plat, sur les aigles. Hein. C'est 2000 mètres ou 3000 mètres sur le steeple. Il ne faut pas qu'il y ait un pet, il ne faut pas qu'il y ait ci, il ne faut pas qu'il y ait ça, il ne faut pas qu'il y ait une chute. C'est autre chose. Mais bon, un jour, Jacques Détré, il était avec moi dans la cabane en train de regarder les chevaux travailler. Il ne fume jamais le matin. Et puis j'entends un briquet qui s'allume dans mon dos, il a un vélo de sauteur. Et je me retourne, je dis, tu fumes? Il dit, ouais, mais je suis un peu tendu, là. Parce qu'il avait deux, trois bons chevaux qui sautaient, et bon, voilà, quoi. Bon.
D'ailleurs, Jacques Détry, il dit, dites-vous que vous avez un côté humain et amical irrésistible. Ça me fait plaisir que vous disiez ça de moi, Mademoiselle. Pas moi, c'est Jacques Détry. Ah oui, c'est pas vous. Non, ben oui, peut-être, j'essaye d'être naturel, parce qu'il faut être naturel. Parce que c'est pas parce que vous avez gagné des courses beaucoup, que vous êtes cheval d'or et tout, qu'il faut changer quoi que ce soit. Pourquoi changer? Un jour, il y a un gars, il me dit, ben, de toute façon, toi, tu changes pas. Mais je lui ai répondu, mais pourquoi veux-tu que je change? Parce que l'année prochaine, si je gagne plus de courses, il va falloir que je rechange. J'ai dit, non, mais je suis comme ça. Bon, alors, ça plaît pas, mais bon, j'essaye d'être moi, c'est tout. Il y a un côté Belmondo, dit-on. Ouais, peut-être, oui, peut-être. Peut-être. C'est un compliment. Ah, c'est un très très beau compliment. J'aime beaucoup Jean-Paul Belmondo. J'ai aimé beaucoup. Irrésistible d'un côté et dur et exigeant de l'autre. Ouais, notamment avec votre personnel. On ne peut pas faire de la demi-mesure. Dur et exigeant, je ne sais pas si je suis dur, j'ai une façon de parler qui n'appartient qu'à moi. Quand je leur parle des fois, ils croient que je les engueule, mais je ne les engueule pas, je leur explique un truc. Mais comme ils ne comprennent pas, je suis obligé de parler un peu plus fort. Et... Bon, vous me parlez mal, mais je ne te parle pas mal. Mais dur et exigeant, oui, bien sûr, parce que quand vous arrivez au haut niveau, ça ne supporte pas l'amateurisme, hein, c'est fini ça. Il faut être intransigeant, il faut tout voir, tout caler, voilà. On va regarder justement un petit témoignage. Si j'y arrive. Parce qu'en plus, vous avez des preuves. Bah oui, évidemment. Qui c'est celui-là? Moi, j'ai plus que ça. Ça fait 11 ans que je vous supporte. Je pense que je peux mériter une médaille. Vous vous souvenez, la fois où pendant 4 mois on se parlait pas? J'étais dans le bureau en train de faire le planning, vous étiez dehors, vous attendiez que je finisse pour rentrer. Heureusement que la patronne, un jour, elle nous a chopés, elle nous a dit tous les deux, avec vos caractères à la con, vous allez crever l'abcès. Bon, on est passé au-delà. On a réussi à gagner le grand steeple ensemble. Et puis, je pense que c'est pas fini. On a encore de belles années à faire, et même peut-être des grands steeples à gagner. Hein, qu'est-ce que t'en penses, toi? Ouais. Allez, ciao. Salut François. On m'a gentiment demandé hier de parler de toi brièvement et de notre longue amitié. J'en suis d'ailleurs très honoré et flatté. Bon, je te rappelle que j'ai quelques dossiers te concernant, des gros dossiers te concernant, mais bon, j'en ferai pas état aujourd'hui. J'ai même plaisanterie, je pense que c'est grâce à ton humour, ton autodérision, ta générosité, ta simplicité, qu'aujourd'hui notre amitié est toujours restée bien solide. Et aussi le fait que tu n'aies jamais pris la grosse tête, malgré ta réussite et ta notoriété professionnelle. J'ai connu l'écurie à ses débuts et je peux en parler. J'ai été témoin du travail accompli. Bravo. Félicitations aussi à Fabienne qui a su être là dans les moments difficiles et a toujours été présente et a su t'épauler. Voilà. Bravo encore. Ne change rien. Continue de nous faire rêver. Arrête de fumer, s'il te plaît. Je t'embrasse. Ouais. Oh là. Un frère, mon frère, celui avec qui, dans notre plus tendre enfance, nous faisions les pires bêtises. Ce sont ces souvenirs qui nous lient à jamais. Mon frère, qu'est-ce que je peux dire de plus que tu ne saches déjà? À tes débuts, dans les difficultés, aidé par notre père, tu as su mener ta barque et en arriver à la réussite que l'on te reconnaît aujourd'hui. Tu as su illuminer les yeux de notre mère, ta meilleure supportrice. C'est vrai. Dans la continuité de notre aïeul, tu as à ton tour fait briller notre nom. Pour tout cela, je suis fier de toi et je t'en remercie. Clap de fin. C'est assez touchant tout ça. Qu'est-ce qui vous touche dans les témoignages qu'on vient d'entendre? Il y a beaucoup de choses et
Il y a beaucoup de choses, parce que c'est des gens qui me connaissent depuis très longtemps. Vous avez mon ami Olivier, qui a des dossiers sur moi. Il ne faut pas qu'il se gourre, parce que j'ai même sur lui. J'en ai peut-être un peu plus long, d'ailleurs. Et Monsieur Caillou, c'est la clé de l'écurie. C'est un gars qui est au courant de tout. C'est un gars qui s'occupe d'énormément de choses, qui est extrêmement dévoué. Tu vois, si je perds un gars comme ça, possible que Et puis mon frère, c'est mon frère. Hein. J'en ai qu'un, et tant mieux, parce que j'aurais pas voulu en avoir d'autres. Les bêtises qu'on a fait, on a fait des bêtises, ouais, on a fait beaucoup de bêtises quand on était petit. Mais bon, aujourd'hui, on a été élevé correctement, on est poli, on dit bonjour madame, au revoir madame, merci monsieur, au revoir monsieur. On a une éducation. Nos parents nous ont donné une très bonne éducation. Voilà. Ils sont tous fiers de vous, en tout cas. Oui. Ça a été long, hein. Mais bon. On revient sur l'équipe. Aujourd'hui, vous avez une équipe composée de entre 35 et 50 personnes à peu près. Souvent, après les victoires, vous mettez l'accent justement sur cette équipe. Oui, parce que je pense que sans ces gens-là, Nicole, entraîneur, n'existe pas, comme tous les entraîneurs. Il y a le chef d'orchestre. Mais le chef d'orchestre, s'il est tout seul, s'il n'y a pas de violoniste et de saxo, il ne joue pas. Les courses, les chevaux et l'écurie de chevaux de course, c'est exactement la même chose. Et en parallèle, vous ne faites pas de confiance à un premier jockey. Pourquoi? Parce que c'est des humains. Et ils peuvent être bien, ils peuvent être moins bien. J'ai eu, je vais vous dire, le meilleur jockey que j'ai jamais eu, c'était Thomas Guéguin. Voilà. C'est peut-être le cœur aussi qui parle. Peut-être, mais c'est un mec, il a commencé ici, il était garçon de voyage, bon, enfin, il m'emmenait les chevaux aux courses, il oubliait la malle, quoi. Je veux dire, il m'en a fait des sévères, lui aussi. Mais à force de boulot, à force d'investissement et tout, ce gars est arrivé au haut niveau. Et le seul défaut qu'il pouvait avoir, c'est qu'il avait un petit peu de mal. Un jour, je lui ai dit, tu ne supportes pas la pression? Il dit, non, la pression, moi, je la bois. Bon, ok, d'accord. Mais il avait peut-être un petit peu de mal, tu vois, pour les grands week-ends de l'obstacle et tout. Il y a peut-être la petite étincelle qui faisait que. Mais c'était un gars qui montait très bien, qui m'a gagné des courses magnifiques, avec des très bons chevaux. Mais il faisait très bien le boulot, quoi. Bon, là, aujourd'hui, j'ai Angelo Zuliani. J'ai eu quand même des très bons jockeys. Hein. J'ai eu Gaëtan Mazur, j'ai eu, Théo Chevillard, qui était quand même un certain pilote, Gwen Richard, qui revient un peu, bon voilà. Là, aujourd'hui, c'est Angelo. Angelo, maintenant, il est freelance, donc maintenant, il est, comme on dit, freelance. Voilà. Moi, je dis, lui, il monte ça, lui, il monte ça, lui, il monte ça. À la limite, c'est pas plus mal. J'ai des jockeys le matin pour sauter mes chevaux, pour les travailler et tout, ça me pose, mais alors, absolument aucun problème. Et je suis pas pour le fait que les jockeys viennent travailler les derniers boulots, soient effectués par le jockey, parce que si jamais le cheval, les entraîneurs qui sont entraîneurs vont savoir de quoi je parle. Le mec, il monte un cheval, ça se passe mal le matin, dans sa tête, il va arriver aux courses le dimanche et il va dire il m'a fait ça mardi, donc il va me le refaire. Sauf que le mardi, c'est mardi, et dimanche, c'est dimanche. Voilà. Donc je préfère qu'il les travaille par les chevaux. Je les fais travailler par des cavaliers d'entraînement et moi, après, j'ai mon œil. Patience, persévérance, sacrifice aussi, j'imagine, pour arriver au plus haut niveau. Ah bah oui, patience, oui, persévérance énorme et sacrifice monstrueux. Votre première victoire de groupe arrive en 2011, après presque 30 ans de métier. Carmonde. Ah oui, 2011, Carmonde, prix du Montgomery. Celui-là, un jour j'ai dit à Cyprès, j'ai dit si je mets une paire de baskets, je vais le doubler dans la ligne droite. C'est un cheval qui était pas en classe pure très très bon, mais qui était un cheval qui passait au-dessus de tout. Comme un petit entraîneur qui était Nicole, il passait au-dessus de tous les problèmes, toutes les contrariétés, tous les trucs, tous les machins. Et c'était un besogneux, c'était un bosseur, le cheval, hein, je parle. Hein. Et même s'il manquait de classe, il est arrivé à un certain niveau qui a été magnifique. Hein. Vous vous souvenez de l'émotion que vous avez pu ressentir ce jour-là, ouais, dans votre premier groupe à Hauteuil? Ouais. Mais c'est tellement... le problème, c'est que tu gagnes. La dernière fois, tu gagnes une course, tu gagnes un groupe.
tu remontes dans ta voiture parce que demain matin, il y a école. Demain matin, il faut être au boulot, quoi. Je dis, il ne s'agit pas de faire la fête toute la nuit à Paris, pom-pom, ped-up, non, non. Donc, tu t'arrêtes sur l'autoroute, manger un Big Mac, voilà, et un jour, tu en as dit, ah, t'es content, t'as gagné. Je me souviens, c'était après le groupe 1. J'avais pris une photo du plateau, on était avec Fabienne. J'ai dit, voilà, soirée d'un entraîneur qui vient de gagner le groupe 1. C'est comme ça. Voilà. Mais le lendemain, le réveil sonne, et le lendemain, il faut y retourner. Et le groupe 1 que tu as gagné est un peu... Je ne vais pas dire qu'il passe derrière, mais bon, ça c'est fait. Ok, passons à autre chose. Je suis un peu comme ça. Jamais vous faites une grosse fête pour fêter non, ou l'année? Je fais une fête avec mes gars. On fait un repas, un ou deux repas l'été, on fait un repas l'été, on fait un repas l'hiver. Une grosse fête, non. Non. Vous parlez de Fabienne, votre femme, qui occupe une place essentielle aujourd'hui. Elle a beaucoup de chance d'être avec un mec comme moi. D'accord. Bon. C'est tout commentaire. Non, oui. C'est une place essentielle, ouais. C'est une battante. Quand j'ai rencontré Fabienne, elle ne connaissait rien aux chevaux. Hein. Elle connaissait que dalle. Elle avait été 2 fois aux courses à Pompadour, 1 fois au Dora. Mais c'est une battante. Ça a été une sportive. Donc elle, c'est... faut gagner. Voilà. Elle m'aide beaucoup. Elle m'aide beaucoup quand j'ai des moments de pas bien ou tout ça. Elle n'est pas toujours très sympa. Hein, mais bon, je lui demande pas d'être sympa. Je lui demande de me bouger quand éventuellement j'en ai besoin. Est-ce que vous pouvez avoir cette tendance-là à avoir plus noir que noir? Ah oui, oui. Moi, il n'y a pas de gris. Il n'y a pas de gris clair. Hein. C'est ou noir, ou tout rose. C'est ou l'un ou l'autre. Ça se traduit comment? Le mec, il déambule, il parle tout seul. Ça va pas en s'arrangeant. Je suis pas désagréable, mais bon, on voit bien que je suis, comme on dit, bougon. Un peu comme ça, quoi. Oui, parce que paradoxalement, Fabienne me dit que vous êtes très facile à vivre à côté de cela. Ah, mais je suis un mec comme il n'y a pas de femme, moi. Moi, je suis un mec extraordinaire. Jamais un mot plus haut que l'autre, jamais rien. On mange à midi, on mange pas, c'est pas grave, on mangera mieux ce soir. Je suis pas... pas de problème. Il y a juste le côté où, quand ça va pas bien avec les chevaux, là... Ah bah là, il y a problème. Là, il y a... Ah oui, là, ça grince un peu des dents. Là. Mais bon, elle est extraordinaire pour ça. De toute façon, je vais vous dire, les gens de ce métier-là, que ce soit les jockeys, que ce soit les entraîneurs, et ceci, on est quand même extrêmement égoïste. Parce qu'on vit, nous, notre passion. C'est notre passion à la base. On rencontre des gens, par exemple, nos femmes sont... des femmes qui sont du métier ou pas du métier. Je prends le cas de Fabienne, qui n'est pas du tout du métier. Il faut quand même qu'elle prenne sur elle pour supporter un bonhomme qui fait la gueule, un bonhomme qui a une mauvaise humeur, un bonhomme qui broie du noir toute la journée. Et là, on pourrait peut-être aller manger chez des copains. Non, je ne veux pas y aller parce que demain, tu comprends, j'ai du boulot, je ne veux pas me coucher à 4 h du matin. Enfin, il faut supporter tout ça. Là. Et je pense que mon dernier cheval d'or, je voulais lui dédier. Je veux dire, voilà, moi j'en ai gagné 5. Le premier, c'est bien, surprise. Le deuxième, oh, tiens, peut-être pas si mal que ça, le mec. Ok, le troisième, bon, en fait, il est bon. Ok, le quatrième, on va pas dire qu'il est très bon, mais quand même, il est là. Le cinquième, ok, le sixième, il est pour elle. Je propose d'écouter Fabienne qui a un petit mot à vous dire. Coucou le chat. Déjà 20 ans qu'on bosse ensemble, que on fait tout ensemble. Les loisirs, les courses, le boulot. Moi dans mon bureau, toi sur la piste et dans ton tracteur. 20 ans que j'ai pas vu passer, on va dire. Et 20 ans que j'ai adoré. Oh. Tu connais ma grande objectivité, à savoir que en entraîneur, tu es ce qui se fait de mieux, que c'est valable aujourd'hui, demain, après-demain et à mon avis à jamais. Voilà. Je pense que tu as encore des choses à faire, même si l'apogée c'était cette année avec le Grand Steeple et que c'était une grande fierté, vraiment, vraiment. Tu peux toujours compter sur moi, tu le sais, je suis là et je serai toujours là. Je t'aime. T'en as d'autres là ou quoi? Ah, c'est bon, stop. Bon.
Je ne sais pas quoi dire. 20 ans. C'est accroché parce que c'était pas facile. Même si le mec est facile, mais bon. Non, mais je rigole en disant ça, mais ça ne doit pas être simple pour elle non plus, quoi. Je sens bien que par moment, il y a un moment un petit peu de ras-le-bol, quoi. Mais aujourd'hui, on avance, on continue, et puis on y va, quoi. C'est très gentil, ce qu'elle dit. Voilà. Mais bon. Enfin, elle faisait pas la maline, hein, au début, là. Hein Dans la voie, il y avait des petits... J'espère que tu bosses. Qu'on comprenne à quel point les courses sont vraiment au centre de votre vie. Vous êtes fiancé à Auteuil, un jour de course. On a fait un mariage à Auteuil, mais c'était un mariage blanc, parce qu'il n'y avait pas de curry, il n'y avait personne. Enfin bon, on a fait une petite fête. C'était très très sympa. J'ai plein de copains qui sont venus. Ça peut peut-être donner une idée à France Gallo, je ne sais pas trop, mais j'ai plein de copains qui sont venus, qui ne connaissaient pas les courses, qui ont été joués, qui cherchaient des bornes, qui... Enfin, vous êtes quand même marié à Auteuil, jour de course, quoi. Ouais, c'est bien. Non, mais c'est bien, c'est joli, voilà. Auteuil, c'est le Graal pour vous? Ah ouais. Ah ouais. Non. Pour moi, l'hippodrome d'Auteuil est d'un des plus beaux hippodromes qui est, à mon avis, en obstacle au monde. C'est sûr. Du Grand Steeplechase de Paris? Allez, comment je vais dire? Tout à l'heure, je t'ai dit, ça sent un peu la planche en sapin, mais on va dire que c'est l'aboutissement d'une carrière. Diamond Carl avec Clément Lefebvre, François Nicole pour la casaque de la famille Paco. Diamond Carl qui va ici décrocher le Graal. Ce sport est totalement fou. Diamond Carl le frein, premier grand steeplechase de Paris à François Nicole. Ça y est, on ne l'embêtera plus avec ça. Il la décroche enfin, sa grande course. Il la tient enfin, sa victoire dans la plus belle. Ça me magne. Parce que c'est dur de gagner une course comme ça. C'est très dur. Il faut le cheval, il faut tout, il faut une préparation qui soit vraiment millimétrée. J'ai mis longtemps à le gagner. J'ai mis je ne sais pas combien de temps d'ailleurs. J'ai couru beaucoup de chevaux dans cette course-là. J'ai jamais été heureux. Ça s'est jamais bien passé. Tomber, aller du pavillon, tomber à la première. Figaro, c'était un penalty sans gardien, le Grand Steeple de Paris. C'est jamais un péno, mais Figaro aurait dû gagner cette course-là. Le Covid est arrivé, ils ont supprimé la course. Il n'y a pas eu... Enfin, tout était fait pour que je ne le gagne jamais. En plus, les journalistes qui n'arrêtaient pas de me... Pour parler poliment, ah, mais vous n'avez pas gagné votre Grand Steeple de Paris, hein, vous n'avez pas gagné. C'est bon, quoi, j'ai pas... Bon, là, c'est fait. Comme j'aurais dit, là, maintenant, c'est fini, la question. Là, maintenant, ils sont passés à autre chose, ils sont passés au cheval d'or. Mais j'en ai déjà 6. 7, oui, si vous voulez, c'est pas une priorité. Mais bon, le Grand Steeple de Paris, c'est quand même... ouais. J'ai plus d'émotions aujourd'hui à t'en parler que j'en ai eu le jour de la course. J'ai Caillou. Caillou, c'est lui qui s'occupait de son cheval, là, Diamond Carl. Mais il était en pâte feuilletée, il était en limonade. Il pleurait toutes les larmes de son corps. C'est beau. C'est beau. Ça devient presque obsessionnel après, non? Oui. J'ai dit, je vais être le seul entraîneur avec un palmarès long comme les deux bras à ne pas avoir gagné le Grand Steeple de Paris. Ouais, peut-être. Au moins, ça marquera que t'es... Ah non, mais il était bon, Nicole, mais... Ah, mais un bon entraîneur. Hein. Et attends, non, mais il n'a jamais gagné le Grand Steeple. Au moins, ça m'aurait différencié des autres. Toi, là, aujourd'hui... Ah bah, il a aussi gagné le Grand Steeple. Ah oui, Pourquoi aujourd'hui, c'est plus émouvant? Bon, c'est le fait d'en parler comme ça tous les deux, parce que j'en ai jamais parlé, quoi. Et puis c'est la course de l'année, quoi. C'est la course qu'il faut gagner, quoi. La course qu'il faut courir et qu'il faut gagner, quoi. Vous avez une telle pression. Ça n'a pas été simple, l'histoire avec Diamond Carl, hein, parce que le cheval il avait fait une rentrée qui était très moyenne, où il ne sautait pas, et Bertrand m'a dit, le cheval il ne s'allonge pas, Bertrand Lestrade m'a dit, le cheval il ne s'allonge pas, je ne peux pas l'allonger. J'en ai parlé avec Benoît Gabeur, avec Xavier Papot.
Et on a emmené le cheval chez un ostéo, qui l'a manipulé, qui dit « besoin de rien, changez rien, maintenant vous allez voir, ça va aller ». Et le cheval a gagné le grand steeple en seigneur qu'il est. Parce que celui-là, c'est un crack. J'en ai eu d'autres, mais celui-là, c'est un super cheval. Justement, vous avez eu quand même pas mal de cracks. On a parlé de Boncoeur, Alex de la Redia, Figaro, Bipolaire, l'Autonomie, Diamond Car, du coup. Lequel vous a le plus marqué? De Boncoeur. Pourquoi? Pourquoi? D'abord, une très belle jument, très attachante, facile au demeurant, assez facile à entraîner, beaucoup plus facile que l'Autonomie. C'est une jument assez compliquée. Et puis, sa grande course des Auteuils, c'est waouh, scotchant. Scotchant. La championne de Boncoeur qui va terrasser l'opposition, de Boncoeur qui accélère, la championne qui s'impose ici dans la grande course de Haie d'Auteuil. C'est elle la championne, c'est elle la patronne. Ouais, c'est une jument que j'adore, cette jument. Ouais. Une grosse toutoune. Une grosse mémère qui était là, qui faisait son boulot. Fallait aller vite, elle allait vite. Fallait aller doucement, fallait sauter, elle sauter. Elle avait quoi de plus que les autres, cette jument? Elle avait 2 cœurs et 3 poumons. Voilà, c'est la différence entre Usain Bolt et tous les autres. Il y a un cheval que vous auriez rêvé d'entraîner? Non, parce que je les ai eus. Aucun autre cheval, même dans le passé, hein? Non, je sais pas, j'ai pas trop de recul là-dessus. Mais non, rêver d'entraîner un autre cheval, non. J'ai eu une chance extraordinaire de tomber sur des chevaux comme ça. Quand on fera, dans quelques années, une deuxième émission, et qu'on fera tout ça, tu te rends compte les chevaux que j'ai eus? Pendant un temps, là, il y a les chevaux qui marchaient dans le milieu des piges, j'avais 30 chevaux de groupe. Quand j'ai eu 170, 180 chevaux, bon, ça a fait un scandale. Hein. À Mort-Nicole. Bon, d'accord, ça c'est très français d'ailleurs. Nicole, il y a trop de chevaux. Nicole, il fait ci. Nicole, il fait trop ci, il fait trop ça. Pas assez ci, pas assez ça. À un moment, trop de chevaux, trop de partants. En fait, compte, il fut une époque où j'étais tout seul. J'étais tout seul. Je mettais 3, 4, 5 chevaux dans les groupes. Parce que j'avais des chevaux qui avaient ce niveau-là. J'avais pas d'autres courses à courir. Et il n'y avait personne. Donc je gagnais. J'étais 3e, 5e, 4e et je prenais le prix de la première place. Aujourd'hui, c'est plus pareil. Voilà. Mais bon, c'est pas plus mal d'ailleurs. Mais à un moment, ça les a énervés. Donc j'ai dit, bon, vous voulez qu'on réduise? On réduit. Voilà. Et j'ai réduit. J'aurais peut-être pas dû, mais si, j'ai bien fait et je pense que je vais réduire encore parce que je veux travailler avec des gens que j'apprécie, qui sont des amis. Je veux bien m'investir à 200%. Mais voilà, pour des amis, pour des gens vraiment des gens que j'apprécie, quoi, je vais dire. Voilà. Quand on lit votre palmarès, je le disais, plus de 2500 victoires, 6 chevaux d'or. Vous avez remporté tous les groupes 1 français. 5 Haie Jousselin, 4 Renaud du Vivier, 3 Cambacérès, 3 grandes courses de haies, 2 grands prix d'automne. Ça vous évoque quoi, tout ça? C'est beau. Je savais pas. Je savais pas combien, où, quand, comment. 2500, c'est bien aussi, mais enfin bon, on a quand même pas mal de chevaux dans les box, heureusement. Et ouais, c'est quand même un palmarès. Mais ce palmarès, on me l'a ressorti après le Grand Steeple. Et je crois qu'il y a un journaliste qui m'a dit « Mais vous vous rendez pas compte, monsieur Nicole, c'est ça, 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 ça et ça. » J'ai complètement oublié, moi. C'est un peu au jour le jour, quoi. Je ne vais pas dire au jour le jour, mais à la course après les courses, quoi. Et je dis « Ah bon, quand même ?» On en a reparlé dans la voiture avec Fabienne, mais qui me dit « Mais... » qui est un peu plus au courant des chiffres que moi, qui me dit « Mais t'as un palmarès, quand même, qui est long comme le bras. » Je dis « Ah ouais, bah oui, peut-être, ah bah oui, machin, il me l'a dit et tout. » Mais c'est vrai que moi-même, j'étais surpris d'un palmarès pareil. Je dis pas ça, ils vont dire « Ah ben Nicole, il croit que... » Mais non, je suis très très sincère. C'est pas langue de bois, là. Et c'est beau, c'est un très beau palmarès, je suis très content de ma carrière d'entraîneur. Vous prenez le temps quand même de regarder certaines belles courses que vous avez remportées? Ouais, quand j'ai pas le moral. Bah si.
Ça donne le moral. Demain, il y aura peut-être un qui va arriver comme ça. La dernière en date, c'est de bon cœur. Elle revient souvent, elle revient en boucle, celle-là. Vous avez siégé au Conseil de l'Obstacle il y a quelques années. Bonne idée que j'ai eue là. Oui, allez-y, je vous écoute. C'est-à-dire ? C'est-à-dire que c'était du temps de Jacques Détré. C'était, à mon avis, de très bien, très bonne. C'était de bonne loi. Voilà. Et donc, il fallait être le lundi matin à 9h à la réunion. OK, tout le monde parlait, tout le monde disait ce qu'il avait à dire, tout le monde donnait son idée. C'était assez convivial. J'ai soumis 2-3 idées. Et ah oui, très bien, très bien, monsieur Nicole, on prend note. OK, d'accord. 3 mois après, je dis, bah, vous faites le... on a oublié. OK, d'accord. Ils m'ont fait le coup 3 fois, j'ai dit la 4e fois, vous n'avez plus besoin de moi. Hein. J'ai dit, j'ai pas de temps à perdre, j'ai dit, vous êtes bien gentil, mais bon. Mais tout va bien, dans le meilleur des mondes, tout est parfait. Aujourd'hui, je suis bien content de ne pas y être et je laisse la place. Alors maintenant, c'est plus moi, c'est les jeunes. Allez-y, là. Allez-y, les gars. Là, ils travaillent pour eux, là. Allez-y. Vous portez quel regard sur les courses d'aujourd'hui et de demain qui vont arriver? Les courses d'aujourd'hui, ouais, ça va encore, comme dirait l'autre. Les courses de demain, moi, je tire mon chapeau à tous les jeunes là, qui s'installent, ils veulent être entraîneurs et tout. Bravo. Vous êtes inquiet pour la discipline de l'obstacle avec la conjoncture? Très inquiet. Enfin, je suis inquiet parce qu'aujourd'hui, on ne peut plus rien dire, on ne peut plus rien faire. Un cheval qui tombe, qui s'accidente. Ah, ben l'obstacle, c'est accidentogène. OK, d'accord. Tous les chevaux qui courent ne se tuent pas. Parce que le plat, c'est pas accidentogène. Parce que le trot, c'est pas accidentogène. Parce que les fêlures, les fractures, les tendinites, les trucs le matin, ça n'existe pas, ça n'existe qu'au galop. Vous comprenez que la place de l'animal dans la société a évolué? Ah bah, quand tu vois qu'à Bruxelles ou je sais pas où, il y a 4 poneys qui marchent au pas, là, et montés par des gosses qui font 20 mètres au pas, maintenant c'est interdit, sous prétexte que si, que ça, c'est fini, quoi. Je veux dire, on ne peut plus rien faire, on ne peut plus rien dire, c'est la société comme ça, c'est pas ma société. Voilà. C'est pour ça que je souhaite bon courage à la nouvelle génération. Quand vous pensez à la suite, à la transmission, comment vous imaginez l'avenir de l'écurie Nicole? Parce que vous avez 2 fils qui ne sont pas forcément intéressés par les courses. Hein, ils sont dans la restauration tous les deux. L'avenir de l'écurie Nicole, j'y pense beaucoup. Et puis j'y pense pas du tout. Et puis après j'y repense. Après je dis, on va vendre. Ah bon? Et puis on va faire quoi? Une fois que je vais avoir vendu. Et puis je vais faire quoi, moi? Je vais rester devant la télé, fumer des paquets de clopes, aller jouer au golf, ça va vite me gonfler. J'ai un copain, il me dit on ira à la chasse et à la pêche. Là, dans le couloir, je suis incapable de tuer une vache. Je tire comme un cochon. Et à la pêche, j'ai jamais attrapé un poisson. Je vois pas pourquoi ça changerait. Et le golf, au bout d'un moment, ça me fait mal au dos. Et comme je joue de plus en plus mal, je vais vite m'énerver. Donc je fais quoi? À partir du moment où vous me supprimez, je parle pour moi, mais c'est quand même mon émission. Hein. Bon, à partir du moment où vous me supprimez ma passion, mon père était là tous les jours. Et tous les jours, hein. Alors on s'engueulait, voilà. Et un jour, je ne le vois pas. Il ne vient pas. Le lendemain, il ne vient pas. Sur le lendemain, il ne vient pas. 4 jours. Au bout de 4 jours, il habite pas loin, hein, il habite à 1,5 km. Il habitait. Et je l'appelle, je dis, qu'est-ce que tu fous? Ben quoi? Ben je dis, je te vois plus à l'îlot, tu viens plus et tout. Elle me dit non, il dit, je vais au marché avec ta mère. Ah bon? Tu vas au marché avec maman? Mais je dis, mais de ta vie, jamais tu as fait ça, mais jamais, jamais, jamais. Hein. Ah bah oui, mais maintenant c'est comme ça. 1 mois et demi après, il était mort. Il a perdu sa passion. Coupé. Voilà. Donc, on va peut-être rester là un moment. On verra, on verra. Peut-être une association dans ce cas, pour transmettre? Oui, il faut trouver une personne avec qui je m'entende. J'ai essayé de former des gars et tout, mais bon, ils sont partis ailleurs. Et puis,
Je sais pas. Là, aujourd'hui, je cherche plus. J'ai peut-être, je sais pas, j'ai pensé peut-être un Anglais. Je sais pas, sincèrement, je sais pas. Pour l'instant, ça va. On n'est pas enterré très loin de là. Ça va aller encore un moment, je pense. Vous avez eu quelques soucis de santé et c'est pas pour autant que vous avez diminué votre rythme? Bah non, ma santé passe au second plan. Voilà. Ça vous fait pas peur? Non. Non, sans blague. J'aurais dû. Il y a beaucoup de choses que j'aurais dû arrêter si j'avais eu peur. Ah, je dirais bien un truc, mais bon. Tu sais comment je voudrais mourir? Je voudrais mourir comme une mouche chez François Nicole. Tu vois, la mouche, elle est là, bzzz, comme ça, elle se pose sur la table. François, il prend la tapette. Bon, puis une mouche, au revoir. Ça, c'est une belle mort. Non, mais ça, c'est une mort magnifique. T'es là, t'es bien, t'es dans ton tracteur. Puis à un moment, il dit, tu tournes à droite, ah ben, le patron, qu'est-ce qu'il fait? Il est dans le fossé, là, les roues patinent et tout. Et François, il était là, il n'est plus là. Voilà. Bon, voilà. C'est mon côté un peu perché, parce que tous les entraîneurs, ils ont un petit pet quand même, il ne faut pas croire. Sinon, ils ne feraient pas ça. Dans 30 ans, vous aimeriez qu'on dise quoi? François Nicole, c'était un mec sympa. Point barre, c'est tout. Qu'est-ce que tu veux dire? C'est pas Napoléon. Hein. Merci François Nicole pour cette très Merci belle madame, entretien. c'était un plaisir. Vous m'avez mis la larme à l'œil, c'est pas bien. C'est rare. Merci. Merci à vous surtout.